On ouvre avec le client de la bâche, Ouais. et il y avait 4 migrants dedans. C'est très peu de portance quand même, mais on nous prend un peu pour des chiens, quoi. Malheureusement, je trouve. Il y a beaucoup et malheureusement énormément en France. Ouais, vraiment en France, Ah ouais, ça se voit. ça doit être culturel, c'est pas possible, parce qu'il y a une grande guerre sur un National 10 qui est bien connue, et c'est vrai qu'il y a énormément d'accidents. Après, moi, je dis qu'ils sont un peu fautifs, encore une fois, les autorités sont un peu fautives. Mais je veux pas qu'ils sachent que c'est les meilleurs employeurs. Donc, on coupe. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de 90 km/h. Je suis en compagnie de Laurent, qui est routier du 64. Pour ceux qui le connaissent sur les réseaux sociaux et sur YouTube, on est ici aujourd'hui pour l'interviewer. On est à l'entrepôt de Maisonneuve où il travaille et on a beaucoup de questions pour lui, donc on va commencer tout de suite. Bonjour Laurent, merci de nous accueillir ici. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Donc, Laurent, mon nom de famille Daubigny, j'ai 55 ans et je suis chauffeur routier chez les Transports Maisonneuve depuis 3 ans maintenant. Ok, super. Donc, ça fait 3 ans que vous êtes ici, mais avant, vous avez fait d'autres choses. Oui. Il me semble que vous avez fait l'armée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, j'ai été militaire 18 ans. Je me suis engagé donc à l'âge de 18 ans jusqu'à un peu plus de 36 ans. D'accord. Voilà. J'ai fait plusieurs garnisons, une du côté de Tarbes, puis après au fil des mutations, j'ai été du côté d'Orléans, Lunéville dans le 54, et puis j'ai terminé ma carrière du côté d'Arras, dans le 62. D'accord. Et vous faisiez partie de quelle section de l'armée? Alors, déjà j'étais dans l'armée de terre, j'ai commencé dans les paras, dans un régiment, donc le premier régiment de hussards parachutistes, qui est un régiment de reconnaissance blindé, aéroporté. Ensuite, ma spécialité, c'était d'être radio de combat. Et ça veut dire quoi? En fait, dans les unités de combat, il y a toujours des gens qui s'occupent de tout ce qui est communication entre les sections de combat, la chaîne de commandement, etc., quoi. Et puis, vous permettez à ce que tout le monde puisse bien communiquer et eux. faire leur travail. Alors, être au plus près du combat ou être un peu plus en arrière, suivant le dispositif à ce moment-là, quoi. Ensuite, il s'est passé un petit événement, enfin un événement, qui fait que j'ai quitté le régiment. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, en fait, j'ai participé à la première guerre du Golfe dans les années 90. D'accord. Malheureusement, la femme qui m'a élevé, ma grand-mère, est décédée à cette période. Alors, ma famille en a parlé à l'armée pour savoir comment ils pouvaient me contacter. Et l'armée a dit il vaudrait mieux pas qu'ils soient au courant. D'accord, Voilà, ok. Pour que vous soyez concentré. Oui, voilà, tout à fait. Puis on avait les armes, les munitions, bon, bref. À mon retour, donc on est quand même resté un bon paquet de temps. On est parti au mois d'août et on est revenu au mois de février, quelque chose comme ça. Ok, oui, c'est un long déplacement quand même. Et à mon retour, il y a eu une cérémonie pour notre retour. Et j'ai eu 2 membres de ma famille qui sont arrivés et au lieu de m'annoncer bienvenue, ils m'ont annoncé que ma grand-mère était décédée. C'est pas un retour très Non, joyeux. ça m'a un peu marqué. Et puis à ce moment-là, j'ai dit je m'en vais. Et c'est à ce moment-là que vous avez quitté l'armée? Oui, alors mais pas très longtemps. Ah. Parce que je suis retourné dans la vie civile. Et quand j'ai vu ce que c'était, j'ai dit c'est pas pour moi. Ok. Donc en fait, j'ai refait ma demande pour réintégrer l'armée. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Mais à ce moment-là, ils avaient besoin de transmetteurs, de radio, tout ça. Donc ils m'ont orienté plus vers un régiment de transmission à Orléans. Et donc après, j'ai fait tout mon cursus entre le 28 à Orléans, qui était à Orléans à l'époque, et le 53 à Lunéville. Voilà, j'ai passé différents grades. Et puis à la fin, j'ai été muté à Arras, entre guillemets pour une mutation de complaisance, puisqu'il était temps que je parte. Donc c'était un rapprochement. J'avais ma femme à l'époque, donc c'était un rapprochement géographique. Donc ils m'ont fait un petit cadeau pour me remercier, entre guillemets. Et justement, par rapport à la vie de famille, tout ça, vous avez fait beaucoup de villes et des coins très différents de la France. Oui. Comment est-ce que vous réussissez à vous organiser? Au niveau de l'armée, déjà il y a des cellules qui permettent de soutenir les familles. Et puis après, nous, c'est un choix. Les familles, elles n'ont pas vraiment le choix que de suivre. Okay. Donc tout ça, c'est une organisation mise en place. Il y a beaucoup de services qui sont au soutien du combattant, entre guillemets.
qui permettent justement aux gens sur le terrain de ne pas avoir de tracasserie avec ce genre de choses. Donc maintenant, quand on annonce une mutation, il n'y a pas le choix. La famille, soit elle suit, à ce moment-là, c'est pareil, il y a les services pour vous trouver des appartements, des logements, des maisons, etc. Soit vous vous débrouillez tout seul, ce qui était plus ou moins mon cas, ou soit carrément la famille reste là où elle est, et puis à ce moment-là, ça c'est votre problème. Voilà. Ok, d'accord. Donc vous êtes Picard, il me semble. Oui. Vous avez été un moment à Arras. Oui, oui, pour ma dernière garnison. Oui. Et donc maintenant on est dans le Pays Basque. Oui. Donc rien à voir, donc vous bougez beaucoup. Oui, alors déjà j'ai ça dans le sang, il semblerait. Ouais. Ce qui explique aussi le métier de chauffeur routier, j'imagine. Oui. Alors en fait, quand j'ai quitté l'armée, que c'était le moment pour moi de quitter l'armée, au départ je voulais vraiment continuer dans tout ce qui est communication, mais dans le civil, il n'y a pas énormément de correspondance. D'accord, ok. Donc on m'a dit... Faut trouver autre chose. Ouais, voilà. Ok. Et le dernier régiment que j'ai fait, alors j'étais quand même dans la cellule, j'étais adjoint à la cellule de transmission d'un escadron de circulation. C'était un régiment de circulation. Moi j'ai dit tiens. Alors j'avais déjà mon permis poids lourd, mais que poids lourd normal quoi. Parce que tous les soldats dans l'armée ont déjà tous permis poids lourd. Et donc vous l'avez passé quand? En 1988. D'accord. Donc quand vous étiez dans l'armée. Voilà, exactement. Ok. On a tous le permis poids lourd. Après on a des spécialités différentes. Après j'ai eu des certificats pour conduire des blindés, etc. Ça, mais de base, on a tous le poids lourd. Okay. Le poids lourd, hein, c'est-à-dire le 19 tonnes. Ok. Voilà. Et après, je dis, bah, tiens, pourquoi pas, j'aime bien rouler, etc. J'aime bien bouger. J'aime bien être indépendant, parce que ça faisait plusieurs années que je me commandais tout. On me donnait des consignes, mais je me gérais tout seul. Je dis, c'est fait pour moi. Et du coup, vous êtes tombé sur le métier de chauffeur routier à ce moment-là. Alors, j'étais sous-officier. Là, la surprise, ça a été de... l'armée, ils vous aident quand même à vous reconvertir. Mais en tant que sous-officier, ils m'ont dit, vous devez financer votre reconversion. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais me la... Alors par contre, eux, ils m'ont facilité pour les démarches. Ok, donc il y a un vrai soutien, un vrai accompagnement. On ne lâche pas comme ça dans la pampa, quoi. Et donc, il a fallu quand même que je finance ma reconversion avec des prix préférentiels, on va dire. Et donc après, j'ai fait tout le cursus. Donc j'ai passé le super lourd, le 44 tonnes. Vous avez passé ces formations-là auprès de quoi? À Lille, alors exactement à Seclin. D'accord. L'entreprise, puisque vous savez, il y a plein de sociétés qui s'occupent de ça, c'était Forget Formation. Je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs, mais bref. Donc ils vous font passer le super lourd, ensuite la FIMO. Et puis j'en ai profité, je dis tant qu'à payer, autant y aller franco. J'ai passé l'ADR de base, transport de marchandises, matières dangereuses, en colis. Voilà. Okay. Comme ça, vous pouvez transporter de tout maintenant. Exactement. Donc là, on est en quelle année? Là, on est en quelle année? On est en début 2007. Oh non, fin 2006, pardon. Okay. Et puis voilà, parce que j'ai commencé à travailler réellement en 2007. Voilà. Donc ça fait 20 ans. Oui. Et ça fait 20 ans que vous êtes chauffeur routier désormais. Là, on est en 2005. Ouais, ça fait bientôt 19 ans. Quoi. Oui. Okay. Et donc, ça fait 3 ans que vous êtes chez Maisonneuve. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver là? Avant, j'étais... alors, quand je suis quelles ont été les étapes importantes de votre parcours? J'ai eu très peu d'employeurs. Je suis plutôt fidèle. Et le tout premier, je l'ai trouvé très rapidement. C'était un tractionnaire qui roulait pour Jeffco, Amiens, donc en Picardie. Et donc, je partais à la semaine. Et on roulait pour PSA à l'époque. Et on faisait tout ce qui était logistique, le transport de liquide lave-glace, ce genre de choses, quoi. Donc je me baladais entre le nord de la France, la Bretagne et Vesoul, qui est le gros centre logistique de PSA. Ok, voilà. Et vous partez toujours la semaine, il me semble? Oui. C'est un vrai choix, c'est une volonté de votre part? Au départ, c'est parce qu'il n'y avait que ça. D'accord. Voilà, donc il a fallu s'adapter. Puis après... vous avez pris goût et vous êtes habitué. Alors, et puis c'est un mode de vie différent, c'est toujours en autonomie, voilà quoi. Mais c'était un CDD. Okay. Et
la société, quand je suis arrivé, bon, bah, ça battait de l'aile un peu, on va dire. Donc malheureusement, ils ont été orientés sur autre chose et ils ne pouvaient pas garder tout le monde. Donc le CDD, Fini. voilà. Et donc vous êtes allé où après? Alors en fait, quand j'ai quitté ma formation de chauffeur routier, j'avais forcément mis des CV. Oui, quand on veut commencer, forcément. Et 15 jours plus tôt que la boîte me dise fin du CDD, j'ai une entreprise picarde qui me dit bah, on est intéressé par vous. Bon, bah, parfois en plus c'était la Picardie, donc vous restez dans votre coin. Et là, c'était pas pour faire de la zone longue, enfin, c'était pour faire un peu de zone longue et un peu de zone courte. Ok. Donc, bon, bah, voilà, je faisais ce qu'il y avait à faire, point. Il y avait un mélange des deux. Voilà. Et là, chez eux, je suis resté 15 ou 16 ans, quelque chose comme ça, quoi. Ok, voilà. Oui. Donc pendant un bon moment. Et malheureusement, j'ai divorcé. Oui. Les événements de la vie qui font que. Un divorce qui ne passe pas toujours bien. Enfin bref, mes enfants ne voulant pas trop me voir à cette époque-là, bon, tout ça c'est réglé. Heureusement. Bah, j'ai dit bon, il est peut-être temps de chercher autre chose. Et je voulais vraiment retourner dans du 100% des couches. D'accord. Donc vraiment cette volonté de partir à la semaine et d'être indépendant. Le hasard, toute une question de hasard dans la vie. J'étais sur Internet, je discutais sur un copain copain d'un vent. Oui. D'abord, n'importe quoi. Copain d'avant. Et j'ai retrouvé une copine que j'avais quand j'étais au lycée, qui était mon amoureuse de l'époque. Ah. On a discuté, et puis elle a une vie pas facile non plus, elle non plus. Et puis, je sais pas, à force de discuter, j'ai les sentiments qui sont revenus. Et elle a été à Bayonne. J'ai dit, bah, écoute, et du coup, vous l'avez suivi. Voilà. C'est une belle histoire, ça. Puis, on retrouve son amour de jeunesse, voilà. Et vous l'avez suivi. Et ouais, et puis, elle a des difficultés, elle est en situation de handicap, tout ça. Mais je m'en fous. Je suis content, je suis avec elle. Oui. Elle ne me pose pas de problème, elle me laisse vivre ma passion. Elle ne vous restreint pas à partir la semaine. Quand je rentre samedi, elle me dit, bah, ça fait chier, forcément. Mais elle me dit, ouais, bah, fais ton samedi. truc, hein, fais ton truc. C'est pas grave, on s'organisera pour les courses, parce qu'il faut s'organiser, c'est la vie, quoi. De dire, d'accord. Il n'y a aucun souci. Bon, je suis sur YouTube, tout ça, mais elle me laisse faire mon truc, elle me... Voilà. Vous êtes vraiment amoureux, comme au début. L'amour est revenu, bah forcément, on s'est séparés, donc bon. Mais le fait de se reparler, petit à petit, les sentiments... et elle a pensé de terminer sa vie toute seule, situation de handicap, forcément. Et j'ai dit non. On dit souvent qu'on rencontre souvent l'amour de notre vie 2 fois. Et c'est peut-être votre cas. Il semblerait. Voilà. Vous en êtes la preuve. Donc bon, bah, puis ça se passe bien. Ça fait, en fait, alors, en fait, j'ai un défaut, c'est que moi, il faut que ça aille très vite. Ah, ok. Vous foncez dans le tas un peu. Voilà. Donc, je lui avais dit, ouais, on va planifier, on va s'organiser, on a 1 an, il faut que je trouve un employeur ici. Oui, parce que vous n'étiez pas du tout de la région. Oui. Donc, il faut que c'est pas facile et tout. Sauf que moi, ça a été... au moment que je lui ai dit ça, 2 heures plus tard, je posais ma démission chez mon employeur. J'avais fouillé plusieurs sites d'emploi. J'étais tombé sur plusieurs demandes d'embauche, dont Maisonnave plus d'autres transporteurs. Donc dans le coin, c'était acté, vous étiez décidé à partir. Et donc dans mon coin, j'ai fait des courriers, tout ça. Ils m'ont rappelé, et en 15 jours, du 1 an, je lui ai dit, bah non, en fait, j'arrive. Direct, avec le chien. Et j'arrive. Okay. Et elle était contente, elle me dit, oui, mais comment on fait? Je dis, oh, t'inquiète, on verra, on va s'organiser, c'est pas bien grave tout ça. C'est un peu aussi comme quand on est jeune et qu'on est un peu tout feu tout flamme, c'était un peu ça, quoi, du coup. C'est exactement ça, et puis voilà, ça fait un mois avant que je vienne ici, mais rien n'était sûr, parce que j'avais des... Oui, il me disait, on se rencontre pour des promesses d'embauche, mais ça ne veut pas dire que ça va se passer. Et puis on a fait une période d'essai, enfin on a discuté, je suis venu un samedi ici, et puis ils m'ont dit, ok, vous voulez faire une période d'essai? J'ai dit, ouais. J'ai fait la période d'essai, puis ça fait 3 ans que je suis là. Et il n'y a pas de regret? Non. Aucun? Non, alors je ne veux pas leur cirer les pompes, parce que je ne voudrais pas qu'ils prennent la grosse tête, mais c'est les meilleurs employeurs que j'ai eus. Ok. Et ils le savent parce que je leur dis. Bon, bah au moins, ils savent. Et c'est quoi la différence avec vos anciens employeurs, justement? Déjà parce qu'on n'est pas des numéros. Alors,
après, ils ont leur impératif de transport, tout ça. Donc le boulot, c'est le boulot, point. Mais ils comprennent les problèmes. Bon, bah, vous voyez, on est dans le hangar de mon patron. Quand je lui dis, bah, écoutez, c'est pas facile à demander l'autorisation pour faire un tournage, etc. Ils m'ont dit, dans 1 minute, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. J'avais eu un problème de voiture. J'ai eu la voiture de la société pendant 6 mois, mais jamais de problème. Enfin voilà, quoi. Et on n'est pas des numéros, ils nous payent le café, on rigole. Après, quand ça gueule, forcément, parce que le boulot, c'est le boulot. C'est stressant pour eux, c'est stressant pour nous. Mais je veux pas qu'ils sachent que c'est les meilleurs employeurs. Donc on coupe. Non, mais c'est vraiment des bons gars. Et voilà. Et puis, il y a un aspect humain vraiment que vous retrouvez voilà. ici. Qu'on ne trouve pas dans mon précédent employeur. C'était quand même un groupe régional avec 300 cartes grises. Là, on est 10 camions, quoi. Et quand je suis parti au bout de 16 ans, c'est même pas en voir. Ok. Donc encore moins de regrets d'être venu ici. Zéro regret, le boulot me plaît. J'ai du bon matériel. Tout est toujours perfectible, pardon. Mais pourquoi j'irai voir ailleurs? Je ne vois pas pourquoi. Je serais abruti. Ok, très bien. Bah justement, on va parler de votre travail actuel. Donc vous partez à la semaine. Oui. Et on est donc dans le Pays Basque, donc on est proche de l'Espagne. Oui. Vous êtes un chauffeur international. C'est quoi les trajets que vous faites le plus? Alors on relie l'Espagne, le nord de l'Espagne, le Pays Basque, Aragon, La Rioja, un peu du côté de Madrid, à l'est de la France. Ok. Y compris la Suisse, un peu de Luxembourg, et beaucoup la région de Dijon, la région du Jura, puis beaucoup la Lorraine et un peu l'Alsace de temps en temps. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que vous savez à peu près combien de kilomètres vous faites à la semaine? Il y a une moyenne? Oui, la moyenne c'est 3002, 3004. Ok. Et ça représente... ça fait un trajet tous les jours? Non, en fait, ça se passe pas. Pour schématiser, le lundi, là, par exemple, je suis vide. Oui. Je vais aller chercher de la marchandise au Pays Basque ou Aragon, Saragosse, Pampelune, peut-être un peu plus bas parfois, La Rioja, Logroño, pour ceux qui connaissent, Bilbao, tout ça. Ok, ouais. On regroupe plusieurs chargements, on fait une remorque complète, et généralement c'est plusieurs destinations, mais... Dans le même coin? Voilà, exactement. Ou sur notre passage. Voilà. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire la liaison. D'accord. Donc généralement, ça se fait en 2 jours, quoi. Ok. Voilà. Puis après, pour le retour, on refait la même mission, le même genre de travail. Dans le sens. On grenouille dans l'est de la France, on trouve 2-3 clients, 3-4 plus... on fabrique notre remorque, et puis on redescend pour l'Espagne. Puis c'est comme ça que ça se passe. Et généralement, on vide le vendredi. Ok. Donc en général, vous rentrez le vendredi soir sans problème? Oui, ou si vraiment il y a quelque chose d'extraordinaire, on rentre le samedi, quoi. Ok. On avait discuté un petit peu sur Facebook de cargaisons un petit peu insolites. Oui, ah oui. Est-ce qu'il y en a... Enfin, celle dont on avait discuté, c'était de la peau de bête. De la peau de bête. Peau de vache, en l'occurrence. Et est-ce que vous savez un peu d'où ça vient, à quoi ça va servir? Oui, en fait, vous savez ce que vous transportez oui, ouais, tout à fait. à chaque fois? Oui, il n'y a pas de secret. On est responsable du chargement. Donc, on doit savoir ce qu'il y a dedans. Et comment c'est configuré, même si, maintenant, avec la nouvelle réglementation, il y a un partage des responsabilités, contrairement à ce que certains croient. Le chauffeur est quand même le gros responsable. Mais à la fin, il y a quand même le chargeur, le donneur d'ordre, le patron. Il y a beaucoup d'intermédiaires voilà. quand même. Hein. Donc tous, ils ont leur part de responsabilité. Heureusement, parce que sinon, le pauvre chauffeur, il s'en prendrait. Et ce jour-là, en fait, c'était avec mon ancien employeur. J'avais vidé du côté de... J'avais vidé des cheminées du côté de Nantes. Okay. Puis ils ne trouvaient rien pour me faire remonter en Picardie, rien. Oui, pour éviter un trajet à vide. Oui, ça c'est de la perte pure. Donc ils m'ont dit, bon, on a quelque chose. C'est un peu particulier. J'ai dit, bon, on prend. Hein, ils m'ont dit, c'est le chargement demain matin en Vendée. J'ai dit, ok, ils m'ont envoyé l'adresse et tout. C'était un abattoir. Ok. Bon, ouais.
Je vais donc le lendemain, donc j'arrive, c'était fermé. Je vois les premiers employés qui arrivent. Ils me disent ouais, le chargement est prévu. Hein, il faut vous mettre le camion là, des bâchers des deux côtés. J'ai dit c'est quoi que je charge? Ils m'ont dit tu vas voir, tu vas voir. Et puis je vois, et donc c'est pas, enfin c'est mis sur une palette. Puis voilà, c'est à même l'air. Il n'y a pas de. Ah ouais. Ouais, c'est comme ça. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de comment dire de plastique ni quoi que ce soit. C'est comme ça. Pour la, enfin, en termes d'hygiène et tout, c'est ok. Bah oui, parce que j'étais étonné d'ailleurs. Et en fait, donc ils m'ont ramené, et puis ça pèse lourd, alors, énormément de palettes avec des peaux de vache qui venaient d'être abattues. Bah oui, du coup. Donc ça suintait, il y avait le sang, la graisse, enfin tout quoi. Et puis après, il y avait 2 petites palettes, et en fait, c'était ce qu'ils appellent le masque. Le visage qui, pareil, qui planait, enfin bref. Et j'emmenais ça du côté de Rennes. Ouais. Donc c'était pas un long trajet, mais ça rapprochait. Et eux, en fait, après, bon, c'était nettoyé, etc., configuré, et ils en font des sacs à main, des porte-monnaies de premier prix, ce genre de choses. En fait, rien n'est jeté. Tout est utilisé. Et bon, après l'entreprise chez qui on vidait, il y a tout un coin où les remorques, on y va, parce que forcément, après, ça pue, il y a des morceaux de chair. Oui, faut nettoyer, quoi. Oui, il y a tout un système pour nettoyer et reconfigurer la remorque, qu'elle soit nickel, quoi. Oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut y avoir après. Après, justement, j'avais été chargé de l'eau. Ah oui, donc là, du coup, il faut vraiment bien nettoyer, quoi. Voilà, donc... et alors, le truc qui m'avait étonné, donc le chargement, ça sentait mauvais, etc. Bref. Et j'étais étonné parce que, pour moi, c'était pas un produit pour la consommation, pour l'homme, je veux dire, à manger. Et alors, je m'étais retrouvé avec des tonnes de papiers, justement, des services vétérinaires, des autorités. En fait, c'est pas un chargement qui se fait comme ça, comme si on transportait n'importe quelle marchandise. C'était vraiment quelque chose de particulier. Et j'avais tout un bloc de papier. Je me disais, c'est quoi ça? Ah, c'est pour les services vétérinaires, services départementaux, etc. Enfin, c'était impressionnant, quoi. Pour qu'en cas de contrôle et tout, et puis traçabilité des animaux, d'où ils venaient, etc. J'étais vraiment étonné de comment ça se passait. Bon, c'était une expérience comme une autre, quoi. Pour moi, ça ne changeait rien, à part passer une heure et demie à nettoyer la remorque derrière. Mais bon, c'est une expérience comme une autre. Mais après, ça m'avait scié de transporter de l'eau juste après. J'étais un peu... L'écart entre les deux cargaisons, comme ça. Mince alors. C'est sûr que c'est bon, là? Ouais, c'est bon. On a les autorisations et tout ça. Bon. Ok. Et il y a eu d'autres chargements comme ça, un peu insolites, ou qui vous ont marqué? Ou quelque chose de très volumineux ou... Ah, volumineux, oui. J'ai fait des camions dans les remorques. J'ai fait des... Et ça, vous étiez en convoi exceptionnel, du coup? Non, même pas. Ça rentre dans la remorque, on tire la vache, ça se voit pas. Alors c'est attaché, tout ça, il n'y a pas de souci, c'est aux normes, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit un bâché, ça transporte de tout. En fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, vous vous dites, c'est des palettes, mais... Il peut y avoir tellement de tout sur une palette, du coup, qu'on ne sait pas. C'était un petit camion, c'était pour un artisan qui avait commandé ça, foutait ça là-dedans. Après, c'est attaché, il vérifie tout l'arrimage, tout ça, petit camion. J'ai eu des chariots élévateurs, ce genre de choses, beaucoup d'industriels. Et beaucoup des armatures métalliques. D'ailleurs, une fois, les armatures métalliques, ça m'avait un peu étonné. Enfin, j'avais 2 grandes armatures métalliques, ça tenait toute la remorque. Et c'était à vider du côté de Calais. Ouais. Et donc je vais à Calais, et puis il y avait les migrants qui étaient sur la A16. Donc les policiers qui leur couraient après. Enfin bref, les policiers qui nous disaient de fermer les fenêtres, fermer les portes, parce qu'il y avait des bombes lacrymo dans tous les sens. Mais ça ne durait pas très longtemps. Puis après... Et moi, j'allais vider dans une zone juste à côté. Donc je vais dans la zone, tout ça. Le client, on ouvre avec le client de la bâche. Et il y avait 4 migrants dedans. Et qui avait réussi à monter malgré... Je sais jamais, même encore maintenant, je ne sais pas comment ils ont fait, parce que je me suis arrêté peut-être 1 minute ou 2, quoi, maximum. Quoi. Et alors les mecs, ils nous ont... England, évidemment, Calais. Alors ils se sont barrés, mais ça aurait pu être dangereux parce que ils s'étaient mis entre... Alors le tablier, c'est l'avant de la remorque, et les structures. Oui, donc s'il y avait un coup de frein, il s'était écrasé, quoi.
Alors, pourtant c'était arrimé, mais bon, on ne sait jamais, je veux dire. Oui, Tout peut arriver, quoi, sur la route. Et j'étais... Mais qu'est-ce que vous foutez là? Voilà, donc ouais, ce genre de choses qui arrivent, qui j'espère n'arrivent plus maintenant, mais qui arrivaient à l'époque, ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a des chargements que vous faites souvent, qui reviennent souvent? Ah oui, oui, bah, Ouais. les clients réguliers, Oui. les clients réguliers, euh, ça représente 90% du travail. Ok. C'est- C'est un peu des roulements et puis... Voilà, c'est aussi bien en montée qu'en descente. Oui. Tout est quasiment... Ah, après, le chef, le patron, il essaye de compléter, parce que malgré les clients réguliers, la remorque n'avait pas 100% complète. Il reste toujours un peu de place. Et de nos jours, un petit billet à prendre, c'est toujours ça, c'est toujours bon pour l'entreprise. Donc là, c'est son travail de nous trouver quelque chose qui rentre en tenant du compte de la place qui nous reste, du poids qui nous reste aussi, du temps imparti aussi, pour essayer de faire au mieux. Bah, justement, je rebondis sur le temps. Vous arrivez à faire les trajets avec les normes de il faut conduire tant d'heures et Oui, après ça, faire la pause, tout oui, ça, oui. ouais. Les trajets sont bien Bah, ficelés? c'est à nous de savoir ce qu'on fait. Mm. Voilà, déjà de connaître notre réglementation. Mm. Ça, c'est la base. Et c'est à nous de savoir ce qu'on fait, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Et puis, ça arrive de temps en temps, soit on appelle le patron en disant bah, là, ça ne va pas le faire. Mais lui, déjà, il a fait son travail de réflexion en amont. Il sait si c'est possible ou pas, sinon il ne prend pas. Ou alors des fois, alors moi, souvent, il y en a beaucoup qui font comme moi, mais je vais sur Google, puis je vois les numéros de téléphone, puis on les appelle en disant voilà, je vais peut-être avoir une heure de retard ou une heure d'avance. Et puis, quand c'est des petites structures, généralement, ça se passe super bien, quoi. Les grosses structures, c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Ouais, c'est vraiment on est des numéros et Exactement. il faut que ça suive, quoi. Exactement. Donc vous faites pas mal d'Espagne, enfin vous faites l'Espagne et l'Est de la Oui. France. Est-ce qu'il y a un trajet en particulier que vous appréciez plus? Ou à chaque fois que vous le faites, vous vous dites oh non, j'aime pas trop ce coin-là. Alors, il y en a un que j'aime bien, j'aime bien quand le patron, alors on est du côté de Logrogno, alors bon, il faut vous situer, c'est juste en dessous du Pays Basque, D'accord. d'accord, et on descend pour rejoindre Madrid. Et on prend le trajet le plus court. Et là, la route, elle est magnifique. Ok. C'est les paysages qui sont... Magnifique. Alors, il faut vraiment faire attention, parce que ça ne fait que ça. Ah, c'est des montagnes? Oui, oui. On traverse toute une chaîne de montagnes, mais c'est superbe. C'est vraiment sublime. Et un coin, alors c'est beau, mais j'aime pas y aller. C'est la Suisse. C'est en passant par Évian. Alors c'est magnifique, pareil, c'est superbe. On longe le lac Léman et puis on rentre par un tout petit point de passage, Saint-Gingolf, et on va derrière, en Suisse. Mais on est très souvent contrôlé par les autorités suisses et on perd énormément de temps. Ok. Donc, et puis c'est très procédurier, très... La Suisse est un peu plus regardante que d'autres pays? Oui, oui. Ouais. Ouais. Et vous l'expliquez comment? En tout cas, j'ouvre une parenthèse, peut-être qu'il y a des Suisses qui vous regardent, ils sont très regardants envers les autres. Ah. Envers eux, très cool. Un peu moins. Oui, un peu moins, oui. Et j'essaye de le montrer aussi, ça, mais envers les étrangers, ils sont très regardants. Oui. Parce qu'ils savent que forcément, il y a toujours des petits trucs. Alors après, c'est au choix de l'autorité qui nous arrête, qui nous contrôle, de dire bon, c'est bon ou non, c'est pas bon. Mais ils sont très procéduriers. Ok. Ouais. Du coup, vous êtes plutôt, on va dire, un peu sud de l'Europe, quoi. Est-ce que vous seriez tenté de faire du transport vers les pays nordiques, par exemple? Ah, j'adorerais. Ah ouais, c'est vrai? Le patron le sait en plus. J'adorerais. J'adorerais qu'un jour il me dise ah non, mais là, par 15 jours, dégage en Suède. Ah oui. Ah oui. Oui. C'est quoi ce qui vous attire là-bas? Déjà, un coin que je n'ai jamais été, dans un premier temps. Le peu qu'on voit à la télé, c'est toujours des paysages magnifiques. Et puis le changement.
même si j'ai fait beaucoup de pays, tout ça, par mes différentes carrières, mais le changement, quoi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, quoi. Mais j'aime bien tout ça. Il me dirait, va dans l'Est de l'Europe, je dirais, ah oui, 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 vas-y, j'y vais. Ouais, ouais. J'ai pas de... Le boulot, c'est le boulot, déjà, dans un premier temps. Et puis, non, non, il n'y aura aucun souci. C'est pas moi qui ferai la soupe à la grimace. Hein. Donc, dès qu'il y a une opportunité, vous allez sauter dessus. Ouais. Ok. Mais... oui, il faut l'attendre. Voilà. Là, c'est normal. La sécurité avant tout. Il a des clients fiables, stables. Donc, voilà. Oui, oui, forcément. C'est comme ça. Ok, super. On va parler de YouTube maintenant, parce que vous êtes présent sur YouTube depuis un petit moment. Oui. Est-ce que vous pouvez dire déjà pourquoi est-ce que vous êtes lancé? Alors, il y avait d'autres chauffeurs routiers qui faisaient ça avant moi, qui continuent à l'heure actuelle. Et donc je regardais, parce que bon, les camions, tout ça, ça me plaisait et tout. Puis je regardais comment ils avaient fait leur petit truc, quoi. Et même si je ne suis pas trop doué au niveau déco. Mais au final, je ne me retrouvais pas. Ok. Je trouvais que c'était un peu, c'est la fête, tout va bien. On donne des coups de klaxon, des appels de phare, les clients, bop, bop, bop. Bon, je comprends le fait qu'on ne peut pas trop en montrer non plus. Il y a toujours une discrétion commerciale. Mais là, c'était vraiment la fête. Je vais au resto tous les soirs, etc., etc. Et c'est parce que vous viviez, il n'y avait pas un... Exactement, c'est pas ce que je vivais moi. Et en discutant avec des collègues et avec des gens que je rencontrais au fil des livraisons, c'est pas ce que les gens, que les copains font aussi. C'était pas une bonne représentativité de votre métier. Alors, je me suis dit, écoute, et pourquoi pas, j'essaierai. Je n'ai pas dit que je ferais long feu là-dedans, mais pourquoi pas essayer, quoi. Et puis c'est comme ça que je m'ai venu l'idée de venir sur YouTube. Et au final, ça fait déjà 3 ans. Ouais, c'est ça, oui. Ouais. J'avais fait quelques essais avec mon ancien employeur, mais j'étais tellement nul que j'arrivais même pas à mettre une vidéo en ligne. Puis à force, j'ai regardé, j'ai appris, et puis on progresse, même encore maintenant. Voilà, quoi. Et vous parlez de votre passion des camions, ça vous est venu quand, comment? La passion des camions, alors déjà, j'avais de la famille, mon parrain et un grand-oncle qui était routier. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu une histoire familiale aussi. Dans les années 80, alors c'était une autre époque, et mon parrain était routier international aussi. Okay. Et donc il m'en avait, j'étais gamin, j'avais 10 ans, tout ça, et il m'en avait parlé, c'était l'aventure, c'était... Bon, forcément, quand vous êtes gamin, les yeux qui brillent, quoi. Moi aussi, je veux faire ça. Voilà, exactement. Bon, après, je me suis orienté sur une carrière de militaire, mais voilà, quoi. Et puis là, la passion, forcément, c'est estompé, mais même si j'aimais bien rouler, parce qu'à l'armée, on fait beaucoup de convois, etc., etc. Et ça a toujours été un truc qui m'a plu, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis orienté là-dessus. Et petit à petit, la passion du camion est revenue. Jusqu'à maintenant, oui, c'est mon truc, quoi. Ouais. C'est mon truc. Vous êtes un vrai passionné. Oui, oui. Ok. Donc, et vous postez quand même pas mal sur YouTube? Alors, je poste sur YouTube, sur Facebook et Instagram. Ouais. Vous avez une grosse communauté? Sur Facebook, oui. Ouais. Mais enfin, je veux dire, c'est très fédérateur. Oui. C'est très fédérateur. Bien plus gros que moi, mais... Oui, mais c'est quand même déjà... Oui, ça prend forme tout doucement, quoi. C'est du travail. Mais je ne m'attendais pas que ça soit autant de travail que ça. Oui. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et puis YouTube, même Facebook, tout ça. Instagram, beaucoup moins, je trouve. Mais ils sont beaucoup regardants au niveau des droits d'auteur. On peut dire certaines choses, mais pas d'autres. Quand vous ne connaissez pas ce monde... Qu'est-ce qui m'embête? Ce sont des métiers. Hein. Oui, ce sont des métiers, exactement. Et on ne s'improvise pas là-dedans, on fait des bêtises. Eux, ils nous rappellent à l'ordre. Et puis on essaye de se dépatouiller comme ça. Mais on voit même que vous prenez un peu plaisir à faire du montage, tout ça. On le voit dans vos vidéos. Ça m'amuse complètement. Ouais. C'est devenu un hobby? Oui. Ouais, on peut dire ça comme ça. Quoi. Puis ça m'a permis de rencontrer des gens. J'ai beaucoup d'abonnés que je rencontre... sur la route, ouais. Sur la route, quand je vais faire le plein, quand je vais faire mes courses. Puis de tous les... Que ce soit des routiers, ou aucun rapport, des chefs d'entreprise, des retraités, beaucoup de retraités. Ah ouais. Oui. Et des gens qui ne connaissent pas le métier de la route. Et d'autres, pourtant, alors
c'est vrai que dans la réalité des faits, entre les routiers et les caristes, il y a un peu d'étincelle. Il y a une petite guéguerre. Voilà. Mais qui est inexplicable et tout le monde reste comme sur ses positions, ce qui est bien dommage. Mais alors, moi, ce qui m'a un jour fait plaisir, c'est que j'ai eu plusieurs caristes qui m'ont écrit en message privé, qui m'ont dit bah, on comprend. C'est pas pour autant qu'on accepte tout, mais on comprend pourquoi vous êtes toujours en train de courir, pourquoi c'est mais quand est-ce qu'on me charge pour ce que vous... Et il y en a qui ont changé d'attitude, y compris de dire bah oui, tu seras toujours chargé dans 2 heures, mais on va t'expliquer pourquoi. Et donc le mec, s'il n'est pas con, il sera beaucoup plus calme, beaucoup plus patient déjà. Et il pourra lui-même expliquer à son patron pourquoi il faut attendre 2 heures. Et c'est ça le problème, c'est le manque de communication entre les gens qui fait que il y a de l'étincelle ou des prises de bec parfois. Et puis quand vous avez quelqu'un qui vous dit bah, tu vas attendre, mais la machine à café est là, les toilettes sont là, la douche est là, c'est que du bonheur. Donc vos vidéos, elles permettent aussi d'apaiser un petit peu. En fait, c'était le but, c'était d'expliquer le métier pour qu'on arrête. Parce que je trouve, et malheureusement encore, moi j'ai très peu de portance quand même, mais on nous prend un peu pour des chiens, quoi. Malheureusement, je trouve. Et beaucoup et malheureusement énormément en France. Ouais, vraiment en France. Ah ouais, ça doit être culturel, c'est pas possible parce que on va en Espagne, on nous admet pas tout. C'est pas pour autant qu'on va nous dérouler le tapis rouge, non. Mais on va vous expliquer. 2, les gens sont toujours le sourire, même s'ils ont des problèmes. C'est pas mon problème. Ils arrivent, ils ont le sourire et ils nous expliquent. Ils nous expliquent, ouais, non, mais alors tu vas te mettre à quelle heure, mais tu vas attendre 1 heure, machine café, douche, toilette. En France, c'est ouais, non, c'est bon. T'attends, on viendra te chercher. C'est énormément de sociétés comme ça. Et énormément les grosses structures. Les petites structures, c'est beaucoup plus quand même accueillant. Parce qu'on travaille pour eux, pour leurs marchandises ou pour leurs matières premières qu'ils ont besoin, si on leur ramène de la marchandise. Donc eux, ils comprennent qu'il y a un réel besoin. Les grosses structures, s'en foutent. Le camion, il est là, il n'est pas là, c'est pareil, quoi. Donc, mais malheureusement, ça me peine de le dire. C'est beaucoup en France où on est très mal reçu. Et ça vous rebute pas, ça? Enfin, vous allez continuer à être chauffeur routier? Je vais continuer. Mais déjà, c'est usant. Ouais. C'est usant. Et y compris pour le comportement, j'ouvre une parenthèse, y compris pour le comportement sur les routes. Alors les routiers, je ne dis pas qu'on est exempt de tout reproche, loin de là. Loin de là. Mais le comportement des automobilistes français est déplorable. Ouais, envers les camions, parce que... Combien de fois, dans une zone industrielle, on arrive dans une petite société, il n'y a pas de quai, il faut manœuvrer dans la rue pour pouvoir rentrer dans le truc en marche arrière, un contre-main, donc ça prend un certain temps quand même. Bah oui, quand même, il ne faut pas rentrer dans la barrière. Bon, on se fait insulter. Vous arrivez, je reprends l'exemple de l'Espagne, ils n'ont pas ils sont pas blancs comme neige, je veux dire, mais ils n'ont pas toutes les qualités du monde, mais en tout cas, pas un coup de klaxon, rien. Ils en pensent peut-être pas moins, j'en sais rien. Mais personne ne va venir me dire rien. Ils me laissent faire mon petit truc. Ils y prêtent peut-être aussi plus attention. Je pense, oui. Ils ont un défaut, c'est la vitesse, les Espagnols. Ça, même pas la peine. C'est mort. Mais personne ne viendra vous faire une queue de poisson ni quoi que ce soit. Il y a un cédé le passage, ils attendent. Ils essaient pas de forcer. Moi, ça m'avait marqué la première fois que j'avais roulé en Espagne. J'ai dit, bon, il va débouler, il va débouler. Non, il s'arrête. J'y vais. J'étais... et tous, ils font ça, tous. Bon, après, ils roulent vite. Ça, il faut avoir l'habitude. Ok. Mais non. Et en France, malheureusement, non. Mais encore une fois, les routiers, on a... Mais après, des fois, malheureusement, on tend le bâton pour se faire battre. Pourquoi? Je trouve que... Déjà, il y en a qui ne respectent pas les règles. L'interdiction de dépasser, etc. Je montre assez sur Facebook ou YouTube. Et il y en a d'autres aussi qui partagent beaucoup ça. Oui, voilà. Et c'est vrai que ça donne une image du routier qui n'en a rien qui à faire pas du bonne. tout. Donc, certains automobilistes disent pourquoi je le respecterais lui. Donc c'est vrai qu'on tend le bâton pour se faire battre. Et c'est ça, j'en veux à mes collègues qui font du grand n'importe quoi. C'est comme ça. C'est dans les deux sens, quoi. Ouais, exactement. Je n'ai jamais dit qu'on était exempt de tout reproche. Loin de là. Il serait peut-être temps qu'on fasse ce qu'on a à faire. Mais pareil,
les autorités, elles ne nous aident pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire, bon, il y a la réglementation sociale européenne qui existe, tout ça, qui nous impose des temps de repos, etc. Bon, C'est essentiel parce que si vous ne vous reposez pas, après, je c'est suis dangereux d'accord, sur la je suis route. d'accord, je suis Donc, d'accord. Bon, déjà, elle est, entre parenthèses, elle est vicieuse, cette réglementation. Parce qu'il y a toujours des, oui, il faut faire ça, sauf si. Il y a toujours des oui. sauf si. Oui, il y a beaucoup de sauf si, et du Alors, coup... quand vous avez 5 jours de boulot dans les pattes à 15 heures par jour, à un moment donné, le cerveau, c'est humain. Trop d'autres tuent sur la route. Le sauf si, je l'ai oublié. Ça arrive à tout le monde, ça. Et mais malgré tout, on essaye de respecter. Et alors, par exemple, je l'ai montré la semaine dernière à mes abonnés, ils construisent des nouvelles zones industrielles, artisanales, tout ce que vous dites, zones d'activité. Aucune place de poids lourd pour s'arrêter. Zéro. Ah, piste cyclable. Mais zéro pour les poids lourds. La politique, c'est, entre guillemets, la politique des communes, des communautés, etc. C'est venez livrer, venez charger, mais barrez-vous. Il faut faire le plus vite possible. Voilà. Et puis, ne restez pas chez nous. Ouais. Mettez-nous des parkings, quoi. Je veux dire, la semaine dernière, j'étais en Alsace, une énorme zone. Toutes les sociétés ne sont pas encore installées. Zéro place. Il n'y a pas une place pour les camions. Et du coup, pour se faire livrer, après, ça va être compliqué. Surtout que les gars, suivant les horaires, etc., ça va squatter dans les rues. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Regardez-moi ça. Ça fait des bouchons. Exactement. Donc, les autorités ne nous permettent pas de faire. Alors, je suis bien conscient que ça coûte cher, tout ça. Mais tout ça, ça s'anticipe. Quand on construit une zone industrielle à je ne sais pas combien de millions d'euros, on ne peut pas faire un parking pour 20 camions. Oui, il faut penser à la logistique derrière. Tout ça, non. Mais par contre, la piste cyclable, oui, pas de souci. Donc ça j'en veux. Après, dans le coin, sur la A63, ils sont en train, et ça je trouve ça bien, je le dis quand on fait quelque chose de bien, et j'en suis le premier étonné, ils sont en train d'agrandir les zones des parkings poids lourds. Multipliés par 2, voire par 3 pour certaines. Alors, forcément, le temps que ça se fasse, parce que ça ne se passe pas en un claquement de doigts, ils ferment obligatoirement les zones. À nous, mais on est averti en amont. Attention, aire de repos fermée. La prochaine, elle est à 30 bornes, ou il y en a une tout de suite à 2 km. Donc à nous de nous adapter. Là, il faut quand même pas faire n'importe quoi. Mais ils multiplient par 3 la capacité d'accueil des camions. Et ça, j'applaudis à deux mains. Ça, oui. Mais toutes les régions ne feront pas ça. Et justement, comment ça se passe quand il y a des déviations, des aires d'autoroute fermées? Est-ce que vous êtes prévenu assez en amont pour pouvoir adapter votre itinéraire? Ouais, alors, pour les déviations, cause travaux par exemple, pareil, encore une fois, on ne nous facilite pas la vie. Je vais prendre un exemple qui est... alors, c'est du côté de Pontarlier. La déviation est finie, là, à l'heure actuelle. D'ailleurs, ça avait fait quelques articles dans les journaux locaux où il y avait énormément de camions qui, ne trouvant pas la déviation, s'étaient mis dans le village avec un pont à moins de 4 mètres. Donc, des remorques qui s'étaient éclatés. Alors moi, je n'avais pas apprécié parce que déjà, les gens fêtaient le 100e camion qui s'était éclaté par des feux d'artifice. Ah ouais, carrément. Il y avait vraiment une haine du camion, quoi. Ouais, j'étais outré. Alors j'avais discuté tout ça, et les gens ils disaient ouais, mais on vous a fait une déviation. Oui, dans un sens. Ah bah oui, non. Pas dans l'autre. Alors les gens qui venaient comme moi de Suisse, parce que là, on remontait par la Suisse, bloqué. On ne savait pas où aller. Alors, on comprenait à force. Mais, puis après, on vous marquait déviation PL. Mais déviation PL, pourquoi? Pour aller où? Pourquoi? Ça veut rien dire, déviation PL. Une vraie déviation PL, il y a beaucoup de... Vous savez, c'est la DIR qui s'occupe de ça. Les DIR régionales, tout ça. Généralement, ils vous marquent déviation PL avec la destination. Un petit panneau, destination... au moins une direction, savoir où on va. Au moins une direction. Mais là, déviation PL. Pour qui? Pour aller où? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, il y avait beaucoup d'étrangers, parce que les Français, on arrivait à maîtriser. Mais les étrangers, non. Alors, ils allaient directement le pont, et puis ils s'éclataient. Et ce que j'ai pas aimé, c'est que les gens applaudissaient. Alors, ça m'a scié, quoi.
Ouais, c'est bizarre comme comportement Ouais, parce que... c'est vraiment bizarre comme comportement. Donc il y a des régions, oui, il y a une haine du camion, quoi. Mm. Et en France, c'est beaucoup de régions. Et ensuite, souvent, ça c'est les communes qui font ça. En ce moment, c'est pareil, il y a beaucoup de maires qui prennent des arrêtés. Ah, on en a parlé. Vous en avez parlé. Et, mais le problème, c'est qu'on se trouve sur le fait accompli. C'est à l'entrée de la commune. Vous voulez aller où après? C'est quoi, on fait demi-tour au milieu de la route et après Comment ça on fait des bouchons. L'engin, il fait 16,50 m. Comment on peut faire? Il n'y a aucune solution pour... donc on est obligé d'y aller. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. Quoi. Ouais, faudrait des itinéraires bis camion, Exactement, oui. Mais bon, après, je ne sais plus dans quel village, je ne sais même plus dans quelle région il a fait. Bah, je crois que c'est vous qui en avez parlé. Il a interdit, résultat, il a mis ça sur les autres villages. Oui. Ouais, ça, moi, chez vous. Ça me paraît hallucinant, ça. J'en ai parlé parce que je trouvais ça presque rigolo de dire moi j'en veux pas donc vous allez aller chez les voisins. Exactement. Bah ok, mais les voisins ils en veulent pas forcément donc ils refilent le bébé comme ça. Hop. Exactement. Et puis là, bon, il y a une grande guerre sur un National 10 qui est bien connu. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'accidents. Après, moi je dis qu'ils sont un peu fautifs. Encore une fois, les autorités sont un peu fautives. Même si c'est pas eux qui conduisent les camions, c'est le fait de prendre certaines décisions qui engendrent que ça se passe comme ça. Donc là, il y a une sénatrice qui dit bah oui, il faut les dévier sur l'autoroute A10. Oui, très bien. Qui paye? C'est toujours les entreprises de transport qui vont payer. Alors déjà, les marges, elles sont récracées dans la baraque. Deuxièmement, le temps de conduite se rajoute. Et troisièmement, on va pas tous sur Paris. La A10, c'est quoi? C'est une simple liaison entre le sud-ouest et Paris, hein, c'est tout. Moi, quand je vais à Limoges ou quand je vais dans l'est de la France, moi, la A10, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Comment je fais? C'est quoi la solution? Ouais, l'autoroute. Alors, on m'a répondu l'autoroute. Non, je répète, je ne vais pas sur Paris. Comment on fait? Laquelle? Comment on fait? Alors après, on nous menace de nous passer à 70 km/h. Déjà 90, c'est pas très rapide, alors 70... Il faut savoir que hors réseau autoroutier, un camion, c'est 80. Oui, c'est 80. Alors, il y a toujours une marge d'erreur. Donc, on profite de cette marge, moi y compris. Je roule à 83, 84, ça me fait gagner un tout petit peu de temps. Mais si vous vous dites, on peut se dire, ouais, mais 3 km/h, pourquoi rouler à 3 km? Mais sur une semaine, c'est toujours ça de gagner. Ça peut être du temps de repos supplémentaire pour moi, ça peut être me permettre d'arriver à l'heure chez le client, c'est toujours ça de gagner. Les gens, ils ne comprennent pas ça. Alors, nous descendre à 70 km/h, c'est déjà de l'inquiétude supplémentaire pour le temps de conduite, pour la réglementation, pour les clients, comment on fait. Et ensuite, alors, la sénatrice, parce que j'ai discuté avec elle, m'avait expliqué, en fait, c'est pour nous passer en délit, au lieu d'être en simple infraction. Voilà, c'est juste ça, quoi. Mais c'est pas accepté pour l'instant. Le préfet tient à faire. Mais un jour, à force d'en parler, sur un National 20 dans l'Essonne, c'est à 70 km/h. J'ai suffisamment prise avec mon ancien employeur, c'est à 70 km/h. Et ça n'empêche pas les accidents. Non. Mais par contre, alors là, ça réduit quand même. Ça. Est-ce que ça réduit quand même les accidents de baisser la vitesse? Ça réduit peut-être la gravité, on va dire, quand c'est respecté. Le problème est là. Mais après, ce qui fait que c'est tellement chiant, mais là, c'est particulier, la National 20 est vraiment parallèle à l'autoroute A10. Donc oui, on a plus facilité à prendre l'autoroute A10, parce que là, c'est vraiment parallèle. Mais là, la A10, ça passe pas là, et puis la National 10, ça part par là. Donc, c'est pas possible partout. Non, c'est pas possible partout. Cette politique du anti-camion, à ce moment-là, moi, je dis aux gens, arrêtez de consommer. Vous verrez, il y aura beaucoup moins de camions. Ouais, carrément. Et du coup, pour parler de camions, on va parler du vôtre. Oui. Oui. Parce que vous roulez en MAN. Oui. Il sort du garage. Oui, il est sorti il y a un petit 3 semaines, un mois, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Comme ça, on voit comment vous l'avez aménagé quand vous partez Oui. en longue et tout. Oui, il n'y a pas de souci. Super. Bon, on fait ça alors. Bon, on fait ça. On est dehors et du coup, on voit tous les camions. Oui. Ils sont tous rentrés là? Ceux qui sont ici, oui. Ok. Et on voit du MAN et du Scania. Oui, tout à fait. Oui. Il y a le vôtre qui ressort du lot parce qu'il est tout doré. Oui. C'était un choix qu'il soit doré? Non, en fait, c'est...
À la base, c'est un camion de démonstration. Ah ouais, ok. Voilà. Et, Qui fait des salons et tout? voilà. Et c'est quand le constructeur MAN veut vendre un camion, il le propose ce genre de camion à différents transporteurs. Ils font un essai, ils le prennent ou pas. Ok. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec celui-là? C'est ce qui s'est passé avec celui-là. Ok. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'il est doré et pas blanc comme les autres. Voilà. C'est chaque société, par exemple DAF, ils ont une couleur qui ressemble un peu, mais un peu plus claire. Voilà. Ok. Et du coup, c'est un MAN, c'est pas un Scania le vôtre? Oui. Mais c'est pas votre choix, vous êtes Non, plus non, Team Scania, vous? Alors, moi, je suis plus Scania. Oui. Quand je suis arrivé dans la société, j'en avais un, d'ailleurs, c'est mon ancien celui-là. Celui-là là-bas? Ouais. Ok. C'est un série 5. Et puis. Et vous, votre préféré, c'est le 4, la série 4? La série 4, oui. C'est là-dessus que j'ai commencé, donc c'est vraiment. C'est votre chouchou. C'est mon chouchou, exactement. Ensuite, j'ai eu un Renault Gamme T. Ok. Que j'ai détesté. Ah, pourquoi? C'était. Alors. Bourré d'électronique, mais d'électronique défaillante. Il me mettait toujours des messages d'erreur. Il bip trop pour rien. Voilà, exactement. Et on n'arrivait pas à régler ces messages. J'avais un arbre de Noël en guise de tableau de bord. Donc c'était... Alors, ils ont fait beaucoup dans la société, on a un autre Renault T encore, mais qui n'est pas basé ici. C'est un chauffeur délocalisé qu'il y a, qui est magnifique. Il est rouge. Mais c'est un Renault T Evolution, c'est le dernier. Ok. C'est le top du top. Voilà, donc lui, ils ont réglé tous les problèmes, tout va bien. Mais celui-là que j'avais, non. Il avait tous les problèmes qui pouvaient lui tomber dessus. Quoi. Et vous êtes arrivé, quand vous êtes arrivé dans l'entreprise, c'est le MAN que vous avez eu? Non, j'ai eu d'abord lui, ensuite j'ai eu le Renault Gamme T. Oui. Et après ça, depuis quand est-ce que vous l'avez le MAN? Je l'ai depuis 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Ok, quand même. Donc vous êtes déjà bien installé dedans? Oui, oui, oui. Ouais. Bah, on voit déjà j'aime bien de l'extérieur toutes les petites décorations. Ouais. Et après, c'est un choix personnel. Je veux dire, il y en a qui aiment avoir les pare-brises lisses, sans rien. Moi, j'aime bien toutes les petites décorations. Quoi. Ok. Et vous conduisez quel type de remorque? C'est une bâchée? C'est toujours des bâchés. On n'a que des bâchés ici. Ok. Voilà. Pour pouvoir transporter donc de tout? De tout, voilà. Vous m'avez parlé tout à l'heure des matières dangereuses. Oui, mais ici on n'en fait pas. Vous n'en faites pas? Non, c'était dans mon ancien employeur. Ok. Bon, c'est pas grave. Okay. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de toutes les décorations là, que vous avez mises? Alors, les décorations, bon après vous avez des plaques, les routiers, puis la plaque un peu plus rigolote à côté. Vous avez mon prénom. Oui. Ensuite, ça c'est un classique. Hein. Oui, ça c'est classique. Et ça je l'ai depuis le début de ma carrière chez les routiers. Elle a 20 ans pratiquement maintenant. Quoi. Ensuite, le nounours, c'est parce que c'était le truc de ma boutique en ligne que je fais. Et ensuite, les pays auxquels j'ai été en tant que routier. Ok. Que ce soit la Suisse, la Hollande, forcément la France, l'Espagne et la Belgique. Il manque le Luxembourg, mais ils en ont pas. Ah, bon, va falloir leur dire d'en faire. Et puis il me manque l'Allemagne, mais je le rajouterai plus tard. Ok. Voilà. Et justement, votre boutique en ligne, je voulais vous en parler. Oui. Parce qu'elle a été lancée il y a quelques mois. En début d'année, je crois. Oui, c'est ça, oui. Voilà ça. Et vous faites le choix de reverser les bénéfices à des associations. Oui. Pourquoi ce choix-là? Enfin, pourquoi l'associative et pas pourquoi pour vous? Alors déjà, parce que j'ai toujours dit à mes abonnés, ça a été toujours clair, je ne suis pas là pour gagner de l'argent sur le dos des gens. Moi, j'ai un salaire, mon patron me paye pour un travail que j'effectue et il me paye bien. Voilà. Ensuite, donc moi, je n'ai pas envie qu'on dise de moi, le mec il est là pour profiter du minimum de notoriété qu'il a. Ça ne m'intéresse pas. Mais on me tannait en disant ouais, ça serait bien que tu fasses des mugs, etc. J'ai dit, vous me cassez les pieds, moi je veux pas. Puis un jour j'ai lâché, mais j'ai dit mais comment je peux faire avec ce que moi j'ai pas envie de. Pas gérer la logistique de ça. Etc. Donc j'ai trouvé le partenaire avec qui je suis. D'accord. Et puis après, l'idée de reverser à des associations, c'est moi qui, comme un grand, qui me dit, parce que moi, à titre personnel, je donne beaucoup à des associations. D'accord. Voilà. Donc c'était important pour vous de le faire aussi par ce biais-là. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas faire participer les abonnés? Ils se font plaisir,
en faisant plaisir. C'est C'était ça. ça l'histoire. C'est win-win, quoi. Voilà, c'était ça l'histoire. Mm. Donc j'ai dit ça. Mais après, bon, après il faut de la transparence, il faut de la confiance. Donc j'ai dit, bah, et si je faisais voter les abonnés YouTube, alors exclusivement sur YouTube, parce qu'après c'est plus facile à moi pour moi pour gérer que si je vais sur les autres réseaux sociaux, j'en finis pas, quoi. Et comme on en parlait tout à l'heure, c'est énormément de travail, mine de rien. Donc généralement c'est tous les 2 mois que je fais ça. Et je fais voter, alors là c'est moi qui cherche, je choisis 4 associations. Mais c'est jamais 4 fois les mêmes. Non, alors les perdants ils reviennent pour Pour essayer d'avoir, voilà, pour avoir un quand peu de même subvention. un peu d'argent. Et mais quand ils ont gagné, bon bah après j'attends vraiment pour qu'ils reviennent eux, quoi. Mais voilà, alors donc je les fais voter, et puis là le prochain je crois que c'est le 18 avril si je dis pas de bêtises. Ok. Et puis là je suis content, les gens ils ont acheté plus que la première fois. Alors je suis vraiment content, quoi. Donc la prochaine association, c'est pas des grosses sommes forcément. Non, mais c'est quand même ça, voilà, c'est toujours ça de donner. c'est sympa, quoi. Je trouve ça, et puis ça fait participer les gens à... Ça, il y a vraiment cet aspect communauté, on Exactement, échange et ils participent. C'est ça qui m'intéresse de discuter avec des gens, de partager des expériences, parce qu'on ne connaît pas tout dans la vie, et puis pouvoir échanger, participer à des projets. Et donc, j'ai fait plein de logos, plein de... Pareil, on parlait des droits d'auteur tout à l'heure. C'est un cauchemar ambulant, cette histoire. Pour le moindre virgule, ça va pas, quoi. Donc, il y a ça, et puis comme ça fait participer, et puis ils choisissent eux. Moi, je dis rien là-dessus, j'ai pas mon mot à dire, c'est eux qui choisissent. Ok. Bon, après, j'oriente un peu quand même, quoi. C'est vraiment une belle initiative et des beaux gestes, quand même, parce que... Ben moi, je trouve que c'est quand même important. On essaye. Après, on fait à son niveau. On n'a pas les capacités. Mais comme je dis, il y a des gens, ils n'achètent que des stickers, mais ça fait quand même 1 euro dans la cagnotte. 1 euro, c'est 1 euro. C'est toujours ça pour une petite association. La dernière fois, on a aidé une toute petite association. Enfin, on a fait un petit don à une toute petite association qui s'occupe des animaux malades. Une sorte de petit hôpital de campagne, entre guillemets. Je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial. C'est pas des grosses associations qui ont énormément de moyens, mais si ça peut payer un sac de croquettes, c'est toujours ça le fait, quoi. Je veux dire. Ouais. C'est une très belle initiative, j'adore. Bah, Laurent, est-ce que tu peux faire avec nous le tour de ton camion, nous expliquer le moteur, s'il y a eu des modifications dessus ou pas? Donc bon, non, c'est un véhicule de série. Donc c'est un MAN TGX 470 chevaux. Okay. Il n'a pas une grosse puissance. C'est un moteur 13 litres. 14 vitesses automatique. On peut quand même le rattraper en séquentiel, plus moins. Okay. Voilà. Et on a un ralentisseur Ciplo. Donc c'est un intardeur qui travaille sur la boîte de vitesse, contrairement au retardeur qui travaille sur l'arbre de transmission. Voilà. Donc c'est très efficace. Ça freine bien. Ah oui, ça freine bien. Même le chargé lourd, il faut l'aider forcément de temps en temps, mais sinon ça freine bien, ça ralentit bien. Voilà. Ok. Et comment ça se passe dans la semaine dans le camion pour, je sais pas, pour faire un café le matin? Alors, moi je me suis. Alors ça c'est chaque chauffeur s'équipe comme il veut. Moi j'ai une. Alors depuis peu, depuis un peu moins d'1 an. Avant j'avais une cafetière au gaz, une cafetière italienne pardon, avec un petit réchaud tout ça. Mais bon, je voulais me moderniser puis avoir une capacité de pouvoir le faire en 2 minutes un café, quoi. Donc je me suis. Maintenant on profite, on est en 2025, il y a plein de nouvelles technologies qui arrivent. Donc il y a ce qu'ils appellent maintenant des batteries autonomes. D'accord. Vous ramenez ça à la maison, vous chargez, en moins d'1 heure, vous êtes à 100% et vous avez du 220 volts sans aucun branchement pendant toute la semaine. Comme ça vous êtes autonome. Voilà, j'ai un micro-ondes, donc de série, le patron nous prend le frigo. Comme ça on n'a pas à l'acheter et à le rajouter. Donc moi je vais pas au restaurant. Ah d'accord. Parce que je trouve que c'est excessif. Et puis avant j'allais au restaurant, maintenant c'est un truc que je fais plus. Vous préférez rester dans votre camion? Voilà, après ça m'empêche pas de discuter avec le voisin et puis avec les abonnés que je rencontre. Là n'est pas le problème. Ou d'aller boire un café de temps en temps routier. Ça c'est pas un souci. Parce que de temps en temps il faut sortir de sa grotte un peu de temps en temps. Le plus gros vous le faites. Mais le plus gros je le fais. Mais c'est un choix personnel ça. Et donc là j'ai du 220 volts, j'ai le micro-ondes, j'ai la cafetière. Le seul défaut, mais je pense que ça s'améliorera avec le temps, c'est que c'est très lourd. Ça pèse 16 kilos.
Oui, bah, les batteries, ça pèse lourd. Ouais. Donc, Mais peut-être qu'avec les nouvelles technologies, ils arriveront à compacter un peu. Mais sinon, c'est très très efficace. Et du coup, j'en ai parlé, j'ai un collègue qui a racheté la même. bah, Comme voilà. ça, c'est Vous réglé. l'avez influencé. Voilà, exactement. Mais non, mais c'est très très bien, quoi. C'est très très bien. Ça vous aide vraiment, enfin ça vous facilite quand même la vie, quoi. Oui, mais c'est un confort. Mm. Et puis même quand vous êtes en train d'attendre chez un client, bah, vous avez tout de suite le café, ça passe déjà mieux. Et puis malheureusement, il y a des fois, on n'a pas toujours, on en parlait tout à l'heure, des parkings. Il faut se garer un peu à l'arrache. Bah, ça n'empêche pas que j'ai quand même le micro-ondes, donc je peux manger chaud. Et je peux avoir le café. Donc, il ne demande que ça, c'est parfait. Vous arrivez à quand même être confortable dans votre camion à la semaine? Ah oui. Oui. Bon, déjà, les camions de maintenant sont très confortables par rapport aux camions d'il y a, ne serait-ce qu'il y a même 10 ans. Quand Ok. j'ai commencé. Ouais, vous avez vu une vraie évolution? Il y a une vraie évolution. Maintenant, on parle. Alors, on parlait tout à l'heure de tous les petits gadgets, anti-collusion, tout ça, rester central, ok, d'accord. Mais sinon, il y a vraiment ils ont apporté un confort, quelle que soit la marque, hein, un confort de route. Les Scania Next Gen, c'est plus le Scania série 4 ou série 5, tape-cul entre guillemets, quoi. Hein, on est loin du Viking maintenant. Hein, tout confort. Non, c'est des camions aussi confortables qu'une voiture. Et la direction entre un MAN de 2021 et le Scania qui a 10 ans là, même au niveau de la direction, pourtant c'est une direction assistée, mais c'est pas la même. Là, avec une main, vous tournez, quoi. C'est même un peu trop facile. Pour faire les manœuvres, c'est mieux. Oui, c'est beaucoup plus simple. Et après, bon, il y a toujours le fait que le poids de la remorque, la marchandise, etc. rentre en compte forcément. Mais c'est quand même beaucoup plus simple pour les manœuvres, c'est beaucoup plus maniable. Ok. J'avais une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous dire quels aspects de votre métier vous préférez? Rouler. C'est vraiment la route qui vous intéresse? J'adore ça. J'adore ça. Rouler, bon, forcément avec le paysage, mais rouler. Il y a souvent j'y pense, c'est ah ben, lundi j'étais en Espagne, il neigeait. Ah ben, mercredi je suis en Lorraine. C'est De bouger partout. Ça n'arrive pas à tout le monde, quoi. Je vais voir la mer, je vais voir les montagnes, je tombe sur des lacs magnifiques. Il n'y a que nous qui avons ça. Donc c'est ça, ouais, c'est ça. C'est quand le matin, je prends souvent des photos pour les réseaux sociaux, tout ça. Je vois, alors moi j'adore les levées de soleil ou les couchers de soleil. C'est magnifique. Pour ma journée, ça me... Et j'essaye de partager ça de temps en temps et ça vous apporte quelque chose que malheureusement les personnes qui sont en centre-ville, à Paris, Bordeaux, n'importe que sais-je, bah, ils n'ont pas. Nous là, bah, après de temps en temps, malheureusement, il faut passer par la rocade de Bordeaux. Visiblement, c'est un point un peu... Ah non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors bon, mais 2 heures plus tard, je serai en pleine campagne. Avec des moutons, ce que vous voulez, quoi. C'est génial, quoi. C'est génial. La diversité des paysages qui vous intéresse. Puis la France, on a quand même un beau pays. L'Espagne est magnifique, la Suisse, c'est différent, c'est magnifique aussi, mais en France, on a quand même quelque chose d'exceptionnel. On dit qu'en France, on a un peu le condensé de tous les paysages d'Europe. Mais c'est vrai qu'on y réfléchit bien, c'est vrai. C'est vrai. Ça serait bien d'en prendre soin un peu de temps en temps, mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Bah, Laurent, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, en plus, il fait beau maintenant. Vous nous avez apporté le soleil, parce qu'il y a quelques heures, il pleuvait. C'est le Pays Basque, c'est la magie du Pays Basque. C'est vert, comme ils disent les anciens ici. Ok, bah, merci beaucoup. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, d'autres contenus. On espère que cette vidéo avec Laurent, elle vous a évidemment plu. Si vous voulez apparaître dans des vidéos comme Laurent et nous présenter votre camion, votre expérience et votre vie en fait, de routier ou de tout autre métier qui touche au monde du camion, n'hésitez pas à nous contacter, vous avez tout dans la description comme d'habitude. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux et dans de nouvelles vidéos. À très vite, bonne route.